Bonjour. Hello. Salut, Hello. Salut. on commence? Bah ouais, hein. Allez, alors avant toute chose, petit disclaimer, Mhm. je me suis levé il n'y a pas très longtemps, donc si je suis un peu à côté de mes pompes, ça explique. Voilà. Alors, ah, Comprends, là. Ouais. alors j'entends énormément de bruit. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Oui, oui, c'est assez moche. Alors, le truc qui nous intéresse aujourd'hui, c'est endpoints.hs. C'était mieux quand je coupais le micro là? J'ai l'impression, ouais. 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 Excuse-moi, j'avais pas vu le live share. Ah, mais voilà. Ah, ça. Je sais pas pourquoi. Il veut plus me faire rentrer quand je clique sur le lien. Il faut que je le fasse à la main à chaque fois. Donc, join session. Ouais, je suis là. J'attends que c'est. Donc on est sur Endpoint, c'est ça? Donc l'idée c'est d'apprendre à Your Internet Connection is unstable. Oui, alors je suis de chez moi, donc il se pourrait que ça coupe aussi. Hein. Vraiment désolé. Ouais, on est sur Endpoints et l'idée c'est d'apprendre à se servir des combinateurs de base de servantes. Je vous ai filé le lien de la doc dans le Slack. Et donc, quand on fait le tuto de servante, en fait, ils nous disent qu'on peut encoder des URL d'API, d'API REST, directement dans des types. Et donc, si vous vous souvenez bien de ce qu'on faisait il y a 2 semaines, c'était quelque chose pour gérer des objets, des stocks d'objets. Et puis voilà, donc l'objet c'était quelque chose de très simple, il y avait 3 champs. Sauf que on s'était arrêté à la couche d'accès aux données, il y avait une petite couche de logique vraiment qui était là pour dire qu'elle existe et c'est tout. Et par contre, il n'y avait rien pour exposer. Donc ce que j'ai fait, c'est que là en local, j'ai on démarre. J'ai mon conteneur qui est démarré, voilà, c'est très bien. H localhost, je me rappelle jamais mon user. Postgre, oui. Okay. Vous voyez le. Ouais. Ok, super. Donc voilà, il y avait des items. On pouvait les insérer, on pouvait les rechercher, comme en persistant. Ils étaient dispo, etc. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, ça va se faire par le truchement de ce truc-là, MAPI. Donc, je vous fais en fait le tuto qu'on peut trouver sur la doc de Servante en fait. Donc ça commence comme ça, on dit sur quel disponible l'API. Donc là, ça va être comme c'est écrit ici, /item. Et puis ensuite, on dit qu'on aimerait bien faire comme dans le style REST, c'est-à-dire si je veux l'item numéro 1, je slash item /1. Quoi. Voilà. Donc pour ça, il y a un combinateur que fournit Servante qui permet de capturer
capturer des choses en fait dans l'URL, et ça prend cette forme-là. Donc, on dit ce qu'on veut capturer. Donc là, en l'occurrence, la chaîne, on veut qu'elle s'appelle ID. Hein, ce qu'on va avoir après le slash, on veut que ça s'appelle ID. Et on sait que ça va être un integer. Voilà. Et ça, Servante est presque capable d'en faire un truc qui marche. La seule chose qu'il faut qu'on lui dise, c'est qu'est-ce que ça produit, ça. Et bah, ça produit a priori un seul item, donc on le chaîne sur un autre combinateur. Donc on va dire que c'est un get en fait, qui va produire du JSON. Alors si quelqu'un a des infos sur ce que c'est que cette syntaxe, ça m'intéresse parce que j'ai pas pris le temps d'aller voir exactement en détail ce que c'était. Donc c'est du JSON qui va, ouais, la côte bracket JSON en majuscule. Alors ça veut dire qu'en bracket JSON, ben, c'est une liste. Donc c'est une liste de JSON. Donc ça donne en fait la liste des content types que tu peux servir. Donc ça peut servir par exemple quand tu as un client qui va te dire ben, accept application JSON, application XML. Et donc tu peux avoir un endpoint qui dit ben j'ai une liste JSON et XML. Donc je peux retourner du JSON du XML. D'accord, donc ça veut dire que quelque part, si je charge le code de Servante, si je veux le voir sur Package ou je sais pas quoi, cette petite côte-là, ce petit... Non, alors ça, c'est pas la côte. Le crochet JSON, ça, c'est une liste. Le code, ça, c'est un truc qui est fourni par DataKinds. Et ça permet de distinguer, ça permet de lifter les constructeurs au niveau des types. D'accord. Donc là, parce que liste de JSON, là, on est d'accord que c'est une liste. Ouais. Une liste, c'est une valeur. Mmh. Toi, ce que tu veux, là, c'est un type. Ah, d'accord. Okay. Donc le code, c'est un moyen de dire ceci n'est pas un constructeur de valeur, ceci est un type. Ok. Très bien. Bon, alors ensuite, ce qu'il y a doc servante, c'est qu'il faut qu'on serve. Donc là, l'API, elle existe sous forme d'un type, c'est cool. Ensuite, ce que la doc servante dit, c'est qu'il faut qu'on serve cette API via un type qui s'appelle serveur. Tout simplement, on dit le type d'API qu'on va servir. Donc là, ça va être un serveur d'item API. Et ce que ça prend directement, en fait, ce truc-là, c'est un handler de item. Donc en fait, on peut l'écrire directement comme ça, ou alors on peut l'écrire après. Mais en gros, donc là, ce qu'on va essayer d'implémenter, c'est le qui est juste en dessous. Et getItem, donc ça prend un entier, celui qui va être capturé dans l'URL. Ça renvoie un handler de item. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le serveur ici récupérera une requête, selon que, c'est lui qui s'occupe du routage en fait, selon l'endpoint qui aura été choisi, il saura choisir le bon handler. Donc en fait ici je peux complètement mettre les uns à la suite des autres plusieurs handlers. Donc par exemple, vous voyez ici en dessous, là j'ai le post item que j'avais écrit avant, et en fait il était juste. Donc tout le serveur en fait, et on peut chaîner comme ça plusieurs handlers. Mais on va faire juste le getItem pour l'instant. Donc le getItem, quand on a un ID, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut retourner quelque chose qui est compréhensible par servant, c'est-à-dire soit un item, soit une erreur qui est capable d'être gérée. Il y a un paquet d'erreurs qui sont fournies par servante. Donc vous allez avoir des trucs comme erreur 404, erreur, enfin voilà, des fonctions qui construisent des erreurs qui sont built-in dans librairie. Et donc ça tombe bien, donc on a récupéré on s'est construit une fonction la dernière fois qui nous permet de récupérer un item en le récupérant par son ID. Donc ici on
on fait ça, on a l'item, en fait. Donc, je me demande si j'ai importé. Oui, j'ai importé. Hop. ID, je vais juste brancher les tests à côté. Ah oui, non, mais j'avais pas de test sur. J'avais pas de test sur servante. Ok, donc là, il faut. Ok, il n'arrive pas à évaluer, c'est normal. Une fois qu'on a l'item, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, en fait, find item by ID, ça renvoyait un item availability. Donc on peut. Et si je me souviens bien, on avait changé un peu ce type. C'était not available ou available, c'est ça. On va faire quelque chose. L'autre, c'était quoi? On va faire une autre chose. Et puis, dans ce cas-là, le seul truc qu'on a à faire, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut gérer ici, par contre, c'est ces deux cas-là qui sont qu'est-ce que je fais quand mon utilisateur a choisi de faire une requête sur un item qui n'existe pas ou qui n'est pas dispo. Donc c'est là où on a de servante, hein. Je pense que ça doit être une monade d'erreur un peu classique. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est fourni par servante, c'est les trucs, les fonctions qui génèrent des erreurs dont je vous parlais la dernière fois. Et puis, ce que moi j'avais fait, c'est que je l'avais paramétré très simplement avec un message d'erreur. Donc, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, d'accord, couldn't match. Et donc, c'est là où je crois que j'ai besoin. Eh ben, Super. un peu d'effort, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des tests qui foirent sur la persistance. D'accord. Bah, je suis désolé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Undefined. Ah. Ah oui, on n'avait peut-être pas tout implémenté, effectivement. Donc, super. Très bien. Ce que je vous propose, c'est que je vais commenter ces trucs-là pour cette session-là, histoire qu'on ait un get item qui fonctionne au moins sous nos yeux, les ébahis, et puis on fera le name description si ça vous tente juste après. Est-ce que vous êtes OK ou vous n'êtes pas OK? Commenter quoi? Commenter ceci, c'est-à-dire cette fonction-là qui est pas implémentée, que j'ai volontairement pas implémentée pour faire un kata rapidement.
D'accord. Quelle autre fonction fail? Il y a celle qui permet d'insérer des items. Ouais. Voilà, pouf, donc ça et ça. Adios. Et surtout les tests correspondants. Ouais. Voilà. Hop. Hop. Tu fais des pâtes ou pas? Bon. Ok. New item, persistance. Ah, si, ça existe. Si, ça existe. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Calme-toi. Voilà. Not in scope, I new item. Je t'assure que si. T'as pas sauvé? T'as un gros point blanc là. Ah, merci. Il y en a un qui suit. Oui, c'était un test, évidemment. Hein. On avait bien vu. Ouais. Oh là là. Vous êtes fort. Oh, ça a été réveillé, nous aussi. Et Oh voilà. là là, les tests. Quand on commente les tests, ça passe. C'est cool. Ok, alors. Let me just lancer l'exécutable real quick. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il m'a rien fait, ce petit malin? Si, il est là. Work install. Bin. Ah. Name 17.8. Très bien. Ah oui, oui. Eh oui, donc ça peut être utile aussi. Donc, le seul, donc évidemment, ce qui nous reste à faire. Donc, en fait, un serveur Savant, c'est un serveur emprunté à quelque chose, à une autre librairie. Voilà, donc ça, une petite fonction run, on donne le port et puis l'application qu'on cherche à. Oui, c'est ça. Donc ça, il y a un peu de boilerplate à écrire ici. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais voilà, il nous est demandé d'écrire ce petit proxy par-dessus item API. Je pense que ça va générer du code ou quelque chose comme ça. Voilà. Non, c'est juste pour pouvoir en fait désambiguïser le. Ah, c'est pour l'inférence de type. C'est pour l'inférence de type. Ouais. Ok, d'accord. En Post fait, item, on l'implémente pas tout de suite. Mais là, quand tu fais serve et que tu passes, quand tu fais serve, en fait, la question serve, il peut servir n'importe quel type d'application. Donc, il faut lui dire lequel. Et proxy, c'est un moyen en fait d'avoir un objet dont on fixe le type pour pouvoir l'avoir sous la main, quoi, si j'ose dire. Du coup, Ok. ça force en fait l'inférence de type. Et c'est ce truc-là, run 8080 de quelque chose. Ouais. Ça, c'est J'ai Warp. pas été regarder. Ouais, c'est ça, c'est Warp, c'est ça. Ok.
Donc en fait, Warp, c'est un serveur web. Il va exécuter n'importe quelle application qui est WAI compliant. Et WAI, c'est Web Application Interface. C'est une interface très très simple qui dit, bah voilà, une application WAI, elle doit fournir, grosso modo, c'est une fonction. C'est une fonction qui est un peu compliquée, c'est une fonction qui prend plusieurs paramètres, une fonction qui prend une requête qui donne une réponse, etc. Et donc après, ce que fait Servant, c'est qu'il transforme, il utilise en fait les informations de type pour lier les handlers que tu donnes et construire l'application WAI qui va bien. Donc le type sert en fait essentiellement à définir la route et à garantir que les handlers sont corrects. Ok. Merci. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, là, en rajoutant le code que je dois écrire si je veux servir une application servante, c'est-à-dire, bon, ça, proxy, c'est pas tellement ça qui nous chagrine là tout de suite sur l'erreur, sur les tests. Il s'est rendu compte que il pouvait pas produire, enfin, il ne savait pas comment produire le JSON de mon item en fait. Donc il faut que je lui écrive une instance tout le JSON. Comment? I majuscule. Il y a une majuscule. Item. Ah oui, item, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors moi, je l'avais écrit de cette manière-là. En fait, tout JSON, on réutilise quelque chose. Voilà, hop. Item. Je pense pas qu'il ait bougé beaucoup l'item. Il y a bien qu'un ID. Et je vais trouver. Hop. Dans la... Encore une fois, on fait usage de magie ici, là. Donc, on construit un objet de JSON, en fait. Et on fait correspondre tel champ à tel champ. Name. Il n'y a pas vraiment de magie. Hein. Ouais, non. En fait, la magie, c'est simplement que object, c'est une fonction dans JSON qui prend une liste de couples de string vers un toJSON. Et donc, le point égal, en fait, c'est juste un alias pour un tuple. Ah oui. Ah oui, d'accord, ça c'est un alias pour un tuple. Okay. J'avoue que j'ai été choper les tutos des années. Si tu le fais dans la console, si tu fais le type de point égal, de point égal, en fait, tu dois. Il me semble qu'il retourne une paire, en fait. C'est quoi le nom data JSON? Tu fais import data ouais. JSON. Tu fais 2 points T de point égal. Ah oui. Un tout JSON. Pas tout à fait, mais en fait c'est une key value. Ouais, il mange un key value. Si tu fais 2 points I key value, ouais, bon, il y a un peu plus compliqué en fait. Moralement, c'est un tuple. Mais... Moralement, c'est un tuple. Ok. Donc voilà, donc ça retourne une liste de key value en fait. Mais c'est de manière générale, c'est une bonne idée de regarder quand tu as des trucs, quand tu as des doutes comme ça, enfin quand tu as des combinateurs, des machins comme ça qui sont un peu mystérieux, c'est intéressant toujours de regarder en fait point I. Tu fais point I, comme ça tu as de l'information dessus, tu regardes du coup quelles sont les fonctions, quels sont les types associés, etc. C'est assez éclairant. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi est-ce que l'application existe? Elle est quoi en fait? TeamScope, hein. Si, elle est là, je t'assure. C'est pas un point de garde. Bah, dans ton mail.
Dans mon main, j'importe endpoints, donc tout va bien. Ouais. Ah, c'est mieux peut-être, non? Ouais, je vais peut-être pas sauver quand même comme ça. Ok. Bon, alors ça veut dire que l'exécutable est ici. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, est-ce que je peux ouvrir un deuxième terminal là-dedans? Parce que sinon, on va avoir un problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça dans une commande à côté, et puis je vais faire mes curls gentiment ici. Ça vous va? Ok. Alors... Bon, bah, hop, hein. Le 1, il me semble qu'on l'a. Ouais, c'est bon, ça. Ah, T'en as un. bah oui. T'en as un. Hop, le troisième, il existe, mais stock, on avait dit 0, il me semble. C'est un curl moins V. Ouais, on peut faire comme... 404. Ouais. Voilà. Et le 4 n'existe pas, et voilà, notre formule. Et That's All Folks, on poste qui est un peu plus compliqué, mais en fait pas des masses, hein, c'est-à-dire toute la partie servant. On était un peu contraint par le langage de respecter un truc qui se rapproche de l'anarchie, qui consiste à dire que tout ce qui a des effets est sur les couches qui sont proches des IO et ne se mélange qu'entre elles, et tout ce qui est pur est par définition portable, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres, quoi que ce soit d'autre. Tu utilises ça, Arnaud? Servante? Ouais. Ouais, tout le temps. Et au boulot, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Toutes nos API sont basées sur Servante. C'est pas mal. Non, en fait, ce qui est assez bien, c'est que ce qui est très sympa, c'est qu'à partir du type, en fait, tu as un format pivot qui te permet de définir un serveur, définir un client, éventuellement générer de la doc, un Swagger, des conneries comme ça, quoi. Donc, c'est assez pratique. Après, la machinerie en dessous, elle est vraiment, vraiment compliquée, mais bon. Ouais. Ouais, c'est assez. Ça utilise vraiment plein d'extensions du système de type pour pouvoir arriver à écrire un truc à peu près agréable comme tu viens de l'écrire, là. Ouais, c'est vrai que c'est assez cool. Ouais, c'est assez pratique, mais en fait, derrière, il y a il y a des mécanismes assez sophistiqués. Le poste est intéressant, en fait, je pense. Le poste? Ouais, bah, on pourrait faire le poste, hein. Ou alors, je pourrais vous montrer le poste, ou non, vous voulez qu'on écrive le poste? Ouais, Dites-moi, hein, dites-moi les autres. J'ai pas d'avis. Pas d'avis? Pareil, je suis un spectateur, là. Qu'est-ce Ok. qu'il va y avoir d'intéressant dans le poste? Il y a des combinaisons différents. Il y a un peu plus de choses, quoi. Il y a quoi? Il y a une instance de from JSON à passer. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ça montre que dans le serveur, le serveur de Item API, le type en fait Item API peut représenter plusieurs
plusieurs endpoints, et du coup le serveur de la même manière représente plusieurs handlers. Mhm. Mais en fait, après, effectivement, on fait que faire appel à des fonctions de la base de données, quoi, pour faire ça. C'est-à-dire, comme on est garanti par Servante, Warp, etc., que un JSON valide qu'on passerait en paramètres sera passé, Mhm. sera valide. Il n'y a pas vraiment de challenge technique une fois qu'on a défini les instances from JSON to JSON, quoi. Ah non, Enfin, mais c'est vrai que c'est plutôt cool en c'est ma fait, compréhension. Alors, en qu'il n'y ait fait, pas de challenge technique. tu peux même supprimer du code, là. Hein. Ah Là, je peux ouais. supprimer du code. Ouais, en fait, alors tu peux faire ça. C'est un tout petit peu plus... je me permets. Hein. Ouais, Donc, avec un tout petit peu de magie, voilà. Bon, je pense que ça doit marcher, ça. Ah oui, non, j'ai pas les droits. t'as pas le droit de sauvegarder? J'ai le droit de sauvegarder, j'ai pas le droit d'exécuter en terminal, ce qui est normal. Ah, d'accord, ok. Vas-y, fais-le. Hop. Donc là, en fait, l'idée, c'est on va se servir de Servante. Enfin, de manière générale, Haskell te permet de... Il y a un paquet qui s'appelle générique qui permet de construire une représentation générique d'un type. Et à partir de ce package générique, en fait, tu peux dériver automatiquement des classes. Et donc, du coup, en fait, tu vires tout le code boilerplate en faisant en sorte qu'il soit automatiquement généré par ton système. Et du coup, et ça marche aussi sur le from JSON. Donc, tu peux avoir un truc du genre from JSON comme ça. Et l'intérêt étant bien évidemment que si tu passes par le générateur standard, tu as la garantie que le tout JSON et le from JSON sont forme identité, quoi. Mhm. Hop, ça marche. Ouais, ça marche. Wow. Et on n'a pas eu à l'écrire. Ah, c'est assez balèze. On peut faire ça en Java aussi, hein, ça dit. Hein. On peut faire ça en Java aussi. Mhm. Non, c'est très bien JSON. Enfin, JSON. Ça Ça rentre. rentre. Ouais, ça rentre. Donc le poste, si on voulait l'écrire, à quoi il ressemblerait? Ouais, j'ai plus envie de voir le poste en action là. Bah allez, hein. Cédric est motivé aussi. Ouais. Allez, c'est parti. Donc le poste, si je l'écrivais, il aurait sans doute à ça. Zut. Ce qu'on dit là, c'est que l'item API peut être soit le get qu'on a en ligne 19, soit le poste qu'on va avoir en ligne 20. Mhm. Donc bah, c'est toujours sur l'URL item, il n'y a pas de changement. Sauf que cette fois-ci, on ne cherche pas à capturer quelque chose depuis l'URL. On cherche à récupérer quelque chose depuis le body de la requête HTTP. Donc on a et on lui dit ce qu'on va récupérer, c'est toujours du content type JSON, c'est toujours un item, et ce sera disponible sur sur la méthode post, quoi. Ce que ça va renvoyer, ce qu'il faut aussi lui dire ce que ça va renvoyer, c'est toujours du JSON. Et puis, ce sera par exemple l'ID en question, puisqu'on vient de le poster de l'item, quoi. Ici, donc pour pouvoir s'en servir, il faut qu'on le serve. Donc on le rajoute de la même manière ici. Cette
fois-ci, post-item, elle prend pas un ID en paramètre, hein, puisque c'est pas ça qu'on capture dans le type. C'est un item complet. Donc, hop. Tu veux peut-être faire, Thomas, c'est en fait, tu peux essayer de faire ça. Ah ouais. Ouais, comme ça, Comme ça, du coup, en fait, on sait. Vous voyez, vous, ce qu'il y a sur le hall ou pas? Parce que moi, je vois loading Sur le quoi? sur le trou, sur le post-item. Ah, non, pour l'instant, je vois rien J'ai sur le loading aussi. Ouais. Non, Ouais, ok. effectivement. Bon, ça va pas être très pratique. Mais il va te le dire là, en fait. Bon, alors, là, Ouais. il me le dit, voilà. Donc, il me demande, hein, voilà. Là, il le dit. Hein. Il veut ça, Ouais. littéralement. Et donc ça marche parce qu'en fait, il connaît le type de serveur item API. Ouais. En fait, il est capable de dire le type de serveur item API, c'est quoi? C'est un machin qui a deux handlers, un handler pour le get et un handler pour le post. Sur la même histoire, hein, c'est le fait d'avoir le type, en fait, te permet de. Le type forme une spécification, puis après, le code, il va dérouler derrière. Hop. Et donc, l'idée, c'est que là, en fait, là, normalement, c'était censé faire usage de quelque chose qui se trouve ici, qui aurait dû se trouver ici, qui s'appelle add new item, voilà, ici, qui est undefined. C'est pas grave, on va l'appeler quand même. Hop. Et puis ça nous forcera à l'implémenter en fait. Ce truc-là, là, tel que je l'avais écrit, c'était dans IO, soit une erreur, soit l'ID de l'item inséré. Comme on est déjà dans IO, il n'y a pas de problème. Case new item. Fin. Et ben le cas peut être traité pour erreur. On sait. Et puis là, c'est une erreur 400, par exemple. Ça veut dire qu'a priori, il a essayé d'insérer un item qui existait déjà. Et on n'autorise pas à écraser les définitions comme ça. Soit c'est write, et là dans l'implémentation que j'avais, du coup j'avais dit, j'avais hop. Bon, faut implémenter persistance vite fait, du coup. Alors, ça va être la même chose que ça. Ah oui, donc ce que je faisais, moi, c'était que je récupérais un... Non, vous savez quoi, ça, on va aller le... Tant pis, on va l'insérer systématiquement, et puis tant pis, c'est pas grave. Donc... Ouais, il te faudra un observe, quoi. en fait, il me faut un... Comment tu disais? Un upsert. Un upsert. Un update Update. Ah oui, c'est ça. Ce que j'avais implémenté avant, en fait, c'était une fonction qui recherchait pas par ID, mais par couple name description, qui est que j'ai pas implémenté comme une contrainte d'unicité dans la base, mais qu'on considère comme telle. Et donc on s'en servait là-dedans. Mais bon, pour démontrer l'endpoint, on n'a pas vraiment besoin de s'embêter avec la.
l'intégrité de la base, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait, donc là, on est de retour sur PostgreSQL Simple. Quand on fait un insert ou un update, ce que va nous retourner PostgreSQL Simple, c'est le nombre de lignes qui ont été affectées par la requête. Donc, ça prend cette requête suivante. Donc, tu ne peux pas récupérer l'item ID en fait. Non, je vais pas, enfin, sauf si je fais un select juste après et que ma contrainte sur name description existe. Enfin, est vrai, quoi. Yes. Voilà. Hop, hein, et là, parce que ici, on doit passer. Donc, il y a un ID, mais qui va être n'importe quoi. En fait, on s'en fiche. Un name et une description. Et puis, ben, tout ce qu'on a à faire, il me semble que c'est de returner le nombre de. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah oui, 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 bien sûr. Ah. Eh ben, ok, cool. Hop, on relance. Est-ce que j'ai un curl post quelque part dans un coin que je peux vous... Ouais, ça par exemple. Ok. Hop. Donc, alors attendez, hop, curl-x, get. Donc le 1 existe, le 2 existe, le 3 n'est pas dispo, le 4 n'existe pas. Ok, cool. Du coup, ça veut dire que si je fais ça, donc là, j'ai mis un truc avec un ID, mais en fait, c'est simple. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que si on met pas ID, évidemment, l'instance from JSON n'est pas l'interface from JSON n'est pas respectée. Et du coup, on se fait envoyer paître. Et ça, à mon avis, c'est complètement pas optimal. Du coup, je pense que ça doit être assez courant en fait dans les applis, enfin dans les applis qui exploitent des API HTTP en SQL, d'avoir un type qui représente ce que l'utilisateur va voir de l'appli, quoi, de l'API, et puis un autre pour les couches un peu plus persistantes, quoi. Je sais pas si vous faites ça, Arnaud. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais, Et là, si on poste, le bon vieux DTO. ouais. Après, tu peux jouer avec l'ID maybe, par exemple. Ça dépend comment est gaulé ton truc. Tu peux avoir un maybe ID, maybe identifier. Comme ça, du coup, s'il n'est pas positionné, ben. Ouais, il chouine pas. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver un curl qui fonctionne. J'avais des problèmes avec les côtes.
Donc, hop, merci Postman. Item ID, qui Item ID me présente? Yes. Alors, Oui, parce que ton item, l'ID, elle s'appelle pas ID, elle s'appelle item ID. En fait, par défaut, il prend le nom du champ. Ah, bah oui. eh oui, exact. Et du coup, comme oui, moi, c'est qui va appeler, ça change. Alors, hop, comment je. Hop, comme ça, très bien. Super, moi. Donc, curl. Oui, parce que donc maintenant, avant il n'existe pas, maintenant il n'est pas dispo. Le temps d'une petite update vite fait dans la table. Ah, c'est sympa le curseur rouge ouvert. Là. Ah ouais, t'as pas. Ah ouais, c'est sympa, effectivement, pour savoir si la dernière commande est Ouais. Ouais, bah ouais. Rajouter ça dans OPS. Voilà, hop. Tadala. Donc, je viens de faire le petit update en base de données, et puis voilà, maintenant il est dispo. Voilà. Bon. Du coup, bah voilà, Servante, c'est. C'est cool. Ah non, c'est pratique. Après, il y a un autre truc, il existe un truc qui est pas mal, parce que là, les combinateurs, bon, ils sont rigolos, mais au bout d'un moment, quand tu commences à Tu les aimes pas, toi? bah, si, alors le chemin, là, il y en a qu'un, donc c'est facile, mais après, quand tu commences à vouloir les combiner, tu vois, le truc, c'est l'opérateur d'alternative, en fait. Mhm. Quand tu commences à avoir des autres, en fait, cet opérateur, c'est un opérateur binaire. Hein. Donc, ça veut dire que tu pourras avoir des expressions de type qui sont un peu tordues. Ouais. Il y a un package qui s'appelle Servante générique que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas très longtemps et qui te permet d'avoir des. En fait, tu peux avoir un. Tu groupes toutes tes routes dans un record. C'est assez pratique quand tu as des routes. Tu vois, grosso modo, tu as une liste de routes et ils n'ont pas forcément de structure particulière. C'est juste voilà, une liste d'endpoints. Tu les mets tous dans un record avec un nom et du coup, tu as, un type qui est beaucoup plus, qui est plus clair en fait. Plutôt qu'un combinateur comme ça. Ouais, c'est des petits détails, hein, mais. Okay. Mais sinon, non, c'est un bon outil. Servant, moi, je m'en sers depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans. 4 ans. Ah, je pensais pas que c'était. Enfin, c'est pas vieux, mais je pensais que c'était plus récent que ça. Non, la première version, moi j'avais vu un mec faire un talk dessus et j'avais pas été convaincu d'ailleurs, en fin 2014. Ah ouais. Tu vois, c'est pas tout jeune. Hein. Et c'était les versions 0.3, un truc comme ça. Et puis après, en fait, j'ai commencé à m'en servir vers fin 2015, un truc comme ça. Et là, c'était vraiment cool. Ah, c'était bien, c'était plus fini, quoi, parce qu'en 2014, c'était encore un peu rude. Ouais. Ouais. Et là, non, là, on s'en est servi beaucoup, en fait, sur mon projet. Et aussi pour les clients. Mais du coup, en fait, ce qui est assez bien, donc là, le serveur, effectivement, on voit bien l'intérêt. Mais Ouais, tu peux faire des clients aussi. voilà, et en fait, c'est vachement pratique pour faire des clients hétérogènes. En fait, tu fais un client en Haskell pour une API quelconque. Et en fait, c'est assez pratique parce que du coup, tu te retrouves à pouvoir faire un client qui est assez fortement typé. Tu prends une API qui existe. Moi, j'en ai fait un pour Digital Ocean, par exemple. Dans le temps, j'en avais fait un pour Digital Ocean. Donc, tu prends une API et puis voilà.
C'est assez facile à. L'API est assez facile à mapper, en fait, à partir du moment où on a un minimum documenté. Ouais. Et du coup, alors, bon, après, évidemment, si tu as 50 endpoints, ça commence à être lourdingue. Oui. Mais après, tu fais une API, tu vois, tu crées les types qui vont bien. Et puis, du coup, avec générer le from JSON, JSON, c'est assez facile. Donc, et créer un client, en fait, c'est assez facile. Et du coup, si tu utilises des trucs comme GHCJS pour le front, tu peux directement, avec ton type, générer les deux, la partie serveur et la partie cliente. Oui, J'imagine. en fait, oui, en fait, Servante te permet déjà de générer un client JavaScript. C'est ça, JTJS, et ça compile du code SQL vers JS? Ouais. C'est un peu compliqué. C'est un peu pas sec, mais. Le problème, c'est que ça génère du code monstrueux. J'en parlais. Avec le runtime, ça commence à être compliqué, quoi. Mais il y a longtemps que j'ai pas réessayé. La toolchain était un peu catastrophique. Mais il y a 3-4 ans, peut-être que ça s'est amélioré. Mais, Après, peut-être que la concurrence de PureScript depuis lui a pas fait non plus, enfin lui a fait du tort. Je sais pas. ouais. Après, ouais, peut-être que le projet, Les effectivement. efforts. Ouais. Mais en fait, si tu veux avoir un client JavaScript, en fait, il suffit d'utiliser Servante pour ta Servante JS, je crois, tout bêtement. D'accord. Donc, tu as un Servante-JS qui existe, ouais. Servante-JS, automatically derive JavaScript functions to query Servant. Oh. Ça a l'air presque trop simple en fait. Ouais, c'est presque dommage et on n'a pas assez d'efforts. Hein. Mais non, c'est vraiment très con. Et tu as la même chose, tu as un Servant Swagger, si vous regardez si vous faites une recherche dans les packages, tu tapes Servante, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Mais même la version JS, je vois, elle permet de générer un client Angular, Axios, jQuery, Vanilla. C'est vachement élaboré quand même. Tu as un Servant Ruby, là, je viens de voir. Hein. C'est marrant, je me souvenais pas que la doc de Servante était sur Hackage. Il me semblait que c'était une douleur, ça, qu'elle était pas là. Oui, non, mais en fait, tu vas sur Package, tu tapes Servante dans la recherche, et en fait, tu vas te lister tous les packages qui utilisent Servante. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il me semblait qu'elle était absente de Hackage, la doc. Ouais. En fait, tu as plein de trucs, quoi. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur. Tu as même un truc assez sympa que j'avais essayé un moment, qui est Servante Quick Check. Servante Quick Check. Ouais, donc ouais, oulala. Donc ça te permet de générer des requêtes arbitraires, en fait, sur une API. Donc ça, c'est génial, même quand vous ne faites pas de Haskell au boulot. Parce que, du coup, tu as une API en Java ou en JavaScript, n'importe quoi. Tu la décris en Haskell, et puis tu fais du servant de quick check dessus. Automatiquement, en fait, il va te balancer des tas de merde. C'est vachement qui vont être en théorie correctes. Des tas de merde correcte. C'est du property based testing. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est balèze. Non, c'est un projet qui a vraiment bien décollé. C'est pas mal, ça. Ouais, mais t'as vraiment des choses. T'as vraiment plein de choses intéressantes. T'as un truc qui a eu un Servante. Bravo, voilà, t'as plein de trucs, quoi. Non, c'est un beau projet. Alors du coup, ça c'est pour faire des API. Je me suis pas trop renseigné sur ce qu'il est possible d'utiliser comme librairie pour faire du templating HTML. Je sais pas trop si c'est populaire ou pas. Alors, il y a un truc qui s'appelle Blaze. Ouais. Qui est le standard. En fait, il y a deux trucs. Il y a toutes les librairies Yesod. Donc Yesod, en fait, c'est un Rails-like en Haskell qui t'offre un système de templating à base de template Haskell, dans lequel, en fait, tu peux avoir donc, ils ont des langages templates pour la CSS, le JavaScript et puis le HTML. Donc, tu peux avoir un HTML, en fait, et puis tu as des balises et dedans, il va remplacer par des valeurs de variables et tout ça. Mmh. J'ai jamais utilisé parce que j'ai une sainte horreur des langages de template.
Pour moi, c'est vraiment une invention du diable, mais j'ai fait trop de JSP dans ma jeunesse. Ah oui. Donc voilà. Et du coup, sinon tu peux donc Blaze en fait c'est une librairie de combinateurs qui permet de décrire du HTML en SQL. Et donc en fait tu décris ta page. Alors je m'en suis servi quand j'avais en fait des parties, j'avais des parties statiques, où j'avais des parties HTML en fait dans un site, dans une appli web. Et plutôt que de servir la page HTML directement, tu as toujours besoin de remplacer un truc par-ci, un truc par-là, un numéro de version, un nom d'utilisateur, enfin des conneries, quoi. Tu vois, donc c'est un peu un template, mais c'est un template dans lequel 95% est statique et puis tu as 2-3 trucs à changer. Donc plutôt que de générer la page côté client, ce qui est absurde, ou d'avoir une page statique, un fichier statique côté serveur, ce qui peut être pas mal, mais du coup, comment tu remplaces, comment tu fais l'interpolation, c'est pas clair. Je générais en fait le fichier en SQL. Et en fait, tu écris du HTML en SQL. Ce qui a un effet de bord intéressant, c'est que du coup, tu peux avoir des types plus compliqués, des choses comme ça. Mais bon, après, c'est pas très utilisé, je pense. Je n'ai pas vu beaucoup in the wild, comme on dit. Autant Servant est vraiment devenu assez standard. Pour les API, c'est vraiment très très bien. Autant les templates, bon. Ouais. Il y a finalement peu de gens qui font des API compliquées. Il y a peu de gens qui font des API compliquées, enfin qui font des applications web avec du client généré côté serveur en SQL. En fait, c'est pas si fréquent que ça, quoi. C'est pas vraiment le sweet spot, quoi. Ouais. Et si tu veux faire ça, généralement, ceux qui veulent vraiment faire ça, ils s'orientent plutôt vers du YESOD. Moi, je suis pas un grand fan, mais bon, chacun sa croix, hein. YESOD te fournit en fait, c'est vraiment un Rails-like et il te fournit même la partie base de données. Donc, tu as automatiquement, il y a un package qui s'appelle Persistent, une librairie qui permet en fait de faire automatiquement du mapping de type, c'est un ORM, quoi. Ok. Tu as un ORM, un templating. Ça fait du scaffolding et tout. Ouais, ça te fait tout. C'est vraiment Rails. Bon. C'est typé, donc c'est forcément plus pratique que Rails quand même. Ouais, mais tu as beaucoup de templates SQL, hein. Donc tu as beaucoup de générateurs de génération de code et de compile time, donc ça reste quand même un peu sécurisé, mais Ruby, c'est fortement typé, non? c'est assez lourd dans C'est fortement typé, ouais, mais c'est du typage dynamique, donc et il y a beaucoup de métaprogrammation. Et en l'occurrence, dans Rails, il y a énormément de métaprogrammation, donc. Et là, c'est un peu le problème de YESOD, c'est qu'en fait, il y a énormément de métaprogrammation sous la forme de templates SQL. Ouais, donc c'est le même défaut finalement. Ce qui est un peu, ça reste de la métaprogrammation fortement typée. Ouais. Bon, après, voilà, j'ai jamais été grand fan de template SQL, mais peut-être que je donnerai. Donc, attends, template SQL, par exemple, si tu n'aimes pas ça, tu peux utiliser des lens, par exemple. Si, bien sûr. C'est juste que tu ne peux pas les générer à la main. Mais... Ah oui, d'accord. Après, tu n'aimes pas ça, je veux dire, c'est pas non plus... Non, c'est juste, je me dis, comme ça a l'air d'être un truc assez, universellement utilisé. Les lens? Ouais. Les avis sont partagés, on va dire. Ah ouais, ok. À cause de la taille des librairies. Ouais, entre autres, et pas forcément, peut-être aussi un peu à cause de la complexité que parfois ça introduit. Ça, moi, je suis pas un super fan, en fait. J'ai du mal à me convaincre de... Ouais, on pourrait faire une session sur les lens et des trucs comme ça. Ouais. Et ça serait bien de trouver des sujets pour lesquels ça peut vraiment être intéressant parce que souvent le défaut
des gens qui traitent les lens et qui passent beaucoup de temps pour dire comment ça fonctionne et comment on les utilise, mais comment on en tire parti, c'est toujours un petit peu là où le bas blesse. Et, c'est là où je me pose le plus de questions, en fait. Bah moi, ça m'étonne ce que tu me dis, Arnaud, qu'il y a des barres en fait, parce que moi, je vois ça de très loin parce que je me dis que dès qu'il y a un nesting de plus de 2 niveaux dans des records, ça doit être assez infernal si on n'a pas de lens. Certes, mais alors, du coup, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un nesting de plusieurs niveaux dans un record? Oui, non, effectivement, bien sûr. On peut se poser la question, si tu veux. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est la même. Enfin, pour moi, il y a une partie du problème des lens. Enfin, les lens résolvent un problème que tu ne devrais pas avoir, qui est celui de comment mettre à jour des structures nested. Qui, d'une certaine manière, est une espèce de violation de la loi de Demeter assez flagrante, en fait, où tu es en train de te dire, bah non, mais tu vas exposer, du coup. Bon, voilà. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, les lens permettent d'exposer ça de manière générique, et du coup, de pas forcément préciser quelle est la structure globale. Mais, n'empêche. Ouais. Donc, du coup, ça devient super facile de dire, ouais, bah, j'ai un gros arbre, et puis voilà la structure du monde gros arbre, et puis du coup. Bah, ouais, c'est vrai. Ah oui, parce qu'en fait, tu as tout l'outillage pour ça. Donc, et c'est bien trivial. Alors, et je trouve que ça induit une certaine tendance à ne pas réfléchir à la conséquence du fait d'avoir une structure de données un peu globale, quoi. Enfin, surtout avoir un gros truc global. Et ça, c'est marrant parce que parmi tous les gens qu'on a embauchés à Symbion, il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien ça, quoi. Qui aiment bien les lens? Ouais. En fait, je ne connais pas. Tous mes collègues, ceux qui font du Haskell, ils sont, tu vois, un peu, ils sont un peu comme moi, quoi. Dire, bon, ouais, c'est vrai que c'est sympa, il y a des choses intéressantes, c'est vrai que des fois, tu peux essayer. Mais les rares fois où j'ai dû l'utiliser, par exemple, il y a une librairie que j'utilisais à un moment, que je n'utilise plus, mais qui s'appelle Rec, W-R-E-Q, pour faire du requêtage client assez facilement, sans avoir besoin de définir l'API. Bah, elle utilise beaucoup les lens et c'est cauchemardesque, quoi. À configurer, tu as des symboles dans tous les coins, tu comprends rien. Non, mais c'est vrai, c'est un des problèmes des lens, en fait. Est-ce que c'est point chapeau ou est-ce que c'est chapeau point? Oui, ouais. Bah, il faut une cheat sheet des opérateurs, c'est l'enfer. Du coup, tu vois, tu te rends compte que c'est un peu problématique. Ouais. Mais par ailleurs, il y a des choses intéressantes dans les lens. Effectivement, la combinaison de la capacité à combiner de manière arbitraire des accessoires, ça, c'est vachement intéressant. Je suis très partagé. Moi, j'ai pas d'avis, je peux pas, je l'utilise pas vraiment en cas réel, donc. Mais je serais ravi de voir du code où on s'embête, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que ça résout un problème, puis en fait, ça se révèle chiant. Bon. C'est good? Yep. C'est good. Bon. À bientôt. Ouais. Merci pour la présentation. La semaine prochaine, mais on le fera peut-être offline.